Alors le but de l'entreprise menée par l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps, c'est de récolter la mémoire orale du Canal. La mémoire orale du Canal, ce n'est pas tout à fait l'histoire. C'est une composante de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. C'est d'abord l'histoire, le passé plutôt, vu par les personnes qui l'ont vécu, ou les enfants des personnes qui l'ont vécu, ou les petits-enfants, les enfants du Canal. C'est ce qu'ils ont ressenti, leur émotion, l'affectif. Alors évidemment, ça nous donne des renseignements sur ce qu'on appelle la grande histoire. Par exemple, les événements de 56. Par exemple, la destruction de la statue de Lesseps. Ça donne aussi des renseignements intéressants sur les rapports entre les différentes communautés. Mais c'est affectif, ce ressenti, c'est aussi un climat, une ambiance. C'est aussi tout ce qu'est le légendaire du Canal, le vocabulaire, ces petits faits, tout ce qui fait l'identité des canaliotes. Et quel est l'avantage des mémoires orales? C'est d'abord de pouvoir écouter, faire parler des gens qui d'habitude n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Des ouvriers, des contremaîtres, des techniciens, ou même des ingénieurs qui n'ont pas laissé de mémoire. Mais même les notables, même ceux qui ont laissé leur mémoire et qui maîtrisent bien l'écriture, eh bien, en étant interrogés, il y a tout un aspect de leur personnalité qui se manifeste et toute une série de phénomènes qu'on ne peut sentir qu'à travers la voix, à travers le geste. La nostalgie, par exemple, et puis l'émotion, le ressenti, et puis parfois des petites anecdotes qui sont aussi significatifs que la grande histoire. C'est évidemment une autre histoire, mais complémentaire de l'histoire que l'on trouve à travers les archives écrites. Alors c'est vrai que parfois il y a du légendaire, c'est vrai que la réalité est déformée, mais même ces déformations, même ces légendes, elles sont extrêmement significatives. Voilà pourquoi, si on veut vraiment saisir l'histoire culturelle d'une région, eh bien, il faut la saisir à travers les mémoires orales. Et alors, plus un pays, une région, un groupe a une identité, plus il est important de recueillir cette mémoire. Or, s'il y a un enseignement que je tire de la semaine que nous avons passée ensemble, c'est qu'on a pu recueillir si bien des mémoires très riches, très variées, c'est parce que l'identité du Canal est extrêmement forte. Mesdames et messieurs, le recteur Philippe Joutard n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Il a envoyé ce message que je vous lis en son nom. Je n'ai pas besoin d'insister longuement sur les regrets que j'éprouve de ne pas être avec vous aujourd'hui, pas seulement à cause de l'intérêt porté à cette entreprise originale des mémoires orales du canal de Suez. J'ai un attachement profond et ancien pour l'Égypte et les Égyptiens. Vous me permettrez d'en dire quelques mots en introduction, dans la mesure où il y a un rapport direct avec cette exploration des mémoires orales du canal de Suez. Dès 1976, nouveau professeur d'histoire moderne à l'Université de Provence, j'ai eu l'honneur d'être invité à la section française de l'Université du Caire à Giza pour faire des cours pendant un mois sur l'histoire moderne française. J'ai fait la connaissance de collègues égyptiennes de grande qualité, Laila Ainan et Hoda Wasfi. Je mesurais aussi la curiosité, l'ouverture d'esprit et la culture des étudiantes. Peu après, dans un autre voyage, je préparais un colloque pour le Centre provençal de Font Blanche, animé par le réalisateur René Alliot, autour du cinéma égyptien. Nous pûmes y faire venir Youssef Chahine. Arnaud Ramière de Fortanier, ici présent,
alors conservateur en chef des archives municipales de Marseille, me demanda, dans le cadre de l'Orient des Provençaux, d'être le commissaire scientifique de l'exposition qu'il organisait sur Marseille et l'Égypte, avec une importante partie consacrée au canal de Suez. Il s'ensuivit aussi un colloque en 1983 qui donna lieu à une publication. Celle-ci contient 6 contributions égyptiennes, dont l'une sur le canal de Suez, vue du point de vue égyptien, et une autre fort suggestive de notre collègue déjà cité Hoda Wasfi sur Molière et le théâtre égyptien. Qu'il me soit permis d'évoquer à ce propos le rôle important joué par Robert Hilbert. Plus tard, j'ai pu aussi apprécier le travail universitaire de Manal Khedr, enfant du canal, dont vous pourrez entendre tout à l'heure un extrait de son témoignage. Je ne saurais non plus oublier la mission organisée à Alexandrie par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dirigé par Michel Vauzel, avec l'Agence du patrimoine de la région. Nous eûmes alors la chance de visiter la Bibliotheca Alexandrina avec ses responsables. Un des points forts de ce voyage fut la rencontre avec Jean-Yves Empereur, alors directeur du Centre d'études alexandrines, qui nous fit le privilège de nous présenter ses dernières découvertes archéologiques. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant quand, en 2017, Arnaud Ramière, président à l'époque de l'Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, me proposa de prendre la direction scientifique d'une grande enquête sur les mémoires orales du canal de Suez. Christine Adrien et Raymond Collet décriront clairement l'entreprise dans ses différentes phases. Je n'ai rien à ajouter et j'approuve totalement leurs propos. Je voudrais simplement insister sur les conclusions que j'en tire. D'entrée de jeu, sans hésitation, j'affirme que les résultats ont largement dépassé mes attentes et constituent parmi mes meilleurs souvenirs d'enquête. Croyez bien, il ne s'agit pas là d'un propos de courtoisie diplomatique, encore moins académique. Au-delà du sentiment subjectif, je pense pouvoir en apporter les preuves. L'intuition novatrice d'Arnaud Ramière s'est trouvée totalement justifiée par la richesse et la diversité des témoignages recueillis. Tout au long de la journée, on aura une première idée en voyant les extraits des témoignages filmés, comme en écoutant certains témoins en direct. Certes, l'opération rencontrait des conditions très favorables, et d'abord l'étroite collaboration entre l'Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez et le Centre d'études alexandrines. L'Association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, alors présidée par Arnaud Ramière, a été le maître d'œuvre et a financé les enquêtes. Sous la présidence de son successeur Thierry Chambol, elle finance et organise ce colloque où sont présentés les résultats. Ce dernier s'est aussi directement impliqué dans l'opération, puisque j'ai eu le plaisir de l'interroger. Dans quelques instants, il interviendra dans la première table ronde, comme le fera son prédécesseur dans la troisième table ronde. Il est juste de citer aussi Bruno Chauffer-Ivard, président du conseil scientifique de l'association, qui a élaboré le programme de ce colloque et présentera ses conclusions. Le Centre d'études alexandrines a fourni les infrastructures techniques dans toutes leurs dimensions, jusqu'à la fabrication des films. Il en assure la conservation et l'archivage et plus encore. Il apporte à ces enquêtes le plus grand écho que lui soit donné, puisque depuis 2 jours, elles sont visibles sur l'un des principaux réseaux sociaux, YouTube. C'est le premier cas que je connais et l'originalité est profonde. Je tiens à souligner que dans cette entreprise, la directrice du centre, Marie-Dominique Néna, s'est impliquée personnellement dans les moindres détails et bien au-delà des obligations de sa fonction, comme en témoigne l'abondance de son courrier électronique. C'est aussi une actrice fondamentale de l'entreprise. Sur le terrain, ces enquêtes ont eu la chance de pouvoir s'appuyer sur une personnalité telle que Yahya El-Sadr, fils du premier pilote égyptien, qui depuis des années anime le groupe Facebook sur le souvenir des Canaliotes. Il fut et reste le fil conducteur essentiel de ces mémoires. Ces enquêtes ont aussi bénéficié du travail essentiel du documentariste cinéaste Raymond Collet du Centre d'études alexandrines.
Celui-ci n'a pas été simplement un excellent professionnel. Il a su ensuite mettre en forme de façon créative la parole des témoins avec des recherches d'illustration. Raymond Collet a ainsi mis à jour une documentation significative dans les films de synthèse. Arnaud Ramière ne s'est pas contenté de lancer l'opération, il a suivi de bout en bout. Sa grande connaissance de la société égyptienne, et en particulier des anciens du Canal, a été un appui efficace pour tout le déroulement de l'enquête. Quant à la déléguée de l'association, Christine Adrien, elle s'est aussi totalement impliquée, conduisant également les entretiens. Elle a découvert l'histoire orale et s'est complètement approprié la méthode de celle-ci, manifestant une qualité qui peut paraître simple, l'écoute, mais qui est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Elle a aussi joué un rôle important dans l'organisation de cette rencontre. Cependant, ces conditions extrêmement favorables, si importantes soient-elles, n'expliquent pas tout. L'enquête sur les mémoires orales du canal de Suez, je me répète volontairement, est parmi les plus riches et les plus suggestives que j'ai eu l'occasion de faire pendant ma carrière. Une des premières raisons est d'abord la force de l'identité canaliote, dont la création déjà ancienne et le dynamisme du groupe Facebook est une première preuve. Groupe qui comprend aussi bien égyptiens que grecs et d'autres communautés, les Français étant visiblement en dehors de ce groupe. La facilité avec laquelle nous avons trouvé des témoins, leur envie de parler, l'abondance des anecdotes et des détails apportés en est une autre. La plupart des témoignages sont de grande qualité. Ils fournissent des informations dans les domaines les plus divers. Nul doute qu'ils seront des sources précieuses pour des études plus variées. Les apports de l'histoire orale à l'histoire de la vie quotidienne, aux émotions, aux ressentis sont bien connus, mais beaucoup moins fréquents sont les apports à l'histoire plus classique, plus traditionnelle, la grande histoire. Or, dans ce cas-là, ceux-ci sont loin d'être négligeables pour deux temps historiques, la nationalisation du canal de Suez en 1956 et le conflit qui a suivi d'une part et d'autre part sur le plan français et mondial, la période de juin et juillet 1940 après la défaite française. Sur le premier point, j'évoquerai l'importance du témoignage de l'ingénieur général Izzat Adel, dont vous entendrez quelques extraits, sans parler du long entretien avec le fils d'un des inspirateurs de cette nationalisation, Ali El-Hefnaoui, évoqué par Christine Adrien. Cet inspirateur de la nationalisation est l'adversaire résolu de la compagnie de Suez, mais son fils témoigne de l'accord finalement trouvé avec le négociateur français Calon, premier président de l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez, esquisse d'une mémoire partagée. On pouvait s'attendre à recueillir des informations sur ce premier point. En revanche, nous avons été surpris des richesses des témoignages sur le refus majoritaire de l'association de Vichy au plus haut niveau, avec le responsable du canal, Louis de Benoît. Récemment encore, grâce au général Capdefond, ici présent, nous avons eu un entretien très riche avec le fils d'un pilote du canal qui a tenu le journal de bord pendant la période 40-44. C'est évidemment un thème que nous allons approfondir et documenter. Si je compare la mémoire orale du canal de Suez avec d'autres mémoires que j'ai eu l'occasion d'étudier, l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez présente une différence notable. Ce n'est pas une mémoire traumatique, mais une mémoire heureuse. J'ai envie de reprendre la belle expression d'une canaliote grecque, une jolie mémoire, et ceci malgré les événements dramatiques des ruptures. Cette jolie mémoire n'est pas seulement née de la situation privilégiée des personnes et de leurs familles qui travaillent dans le canal de Suez. Elle est largement évoquée dans de multiples témoignages, en particulier dans le domaine des loisirs et des sports. L'explication est très insuffisante si l'on écoute attentivement le nombre d'Égyptiens et de Grecs. Ceux-ci se plaisent à rappeler l'ambiance qui régnait dans ce territoire du canal, où l'identité nationale et culturelle était parfaitement compatible avec la compréhension et le respect d'autres nations. Le témoignage du docteur Moussa est tout à fait impressionnant, avec cette mise en valeur du cosmopolitisme, voir la première table ronde qui suit. Je me souviens aussi de ce récit d'une informatrice grecque racontant que ses amies musulmanes assistaient aux processions du Vendredi Saint, tandis qu'elle-même participait à la rupture du jeûne de Ramadan.
L'importance des Égyptiens grecs dans l'histoire du canal fut l'une de nos grandes découvertes et Christine Adrien l'explique clairement. Je n'y reviens pas, sinon pour me réjouir de la présence de nos amis grecs et leur dire à quel point notre séjour à Athènes nous avait frappés. Que Yahya el-Sadr ait pu discuter en arabe avec eux un demi-siècle après la séparation reste pour moi un grand souvenir. Si riche soit-elle, cette enquête reste incomplète. Christine Adrien vous en dira les lacunes que je partage entièrement, avec l'espérance de les voir réparées. Je voudrais insister sur l'une d'entre elles, peut-être la plus importante, l'absence des Italiens, si présente tout au long de l'histoire du canal jusqu'en 1956, et ceci dès l'origine, symbolisée par la personnalité de Negrelli. Notre historiographie française et notre commémoration ne lui ont peut-être pas donné la place qu'il méritait. Mais Negrelli est né dans le Trentin, qui fait alors partie de l'Empire austro-hongrois, dont Arnaud Ramière souligne à juste titre l'importance. Ce colloque ne présente pas seulement notre enquête, il ajoute heureusement des interventions plus classiques sur deux des collaborateurs de l'ICEPS par la patrimonialisation des archives du canal. Ajoutons-y l'image du canal parmi les jeunes égyptiens, sans oublier le rôle de l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez depuis sa création. Choix heureux, cette rencontre se termine par l'exposé de monsieur l'ingénieur Mohamed El-Zahabi, responsable du nouveau musée d'Ismaïlia. Aucun doute, ce musée exprimera la richesse du canal de Suez et transformera cette réalité historique en un lieu de mémoire. Un dernier mot en guise de conclusion. Le canal de Suez comme lieu de mémoire n'est pas enfermé dans le passé ni dans la seule nostalgie. Il est porteur d'avenir. Dans un temps où trop souvent l'intolérance et le fanatisme l'emportent, ces témoins nous racontent simplement comment l'attachement à ses origines nationales et religieuses s'articule spontanément au respect de celles des autres. Cette journée propose la même leçon. Égyptiens, Français, Grecs de plusieurs générations vont dialoguer ensemble. Je crois savoir que les jeunes suivent votre rencontre. Voilà le sens du canal de Suez, où l'on passe de l'Afrique à l'Asie et de la Méditerranée à la mer Rouge, chacun profondément enraciné dans sa culture, tout en comprenant et en acceptant celle de l'autre. Recteur Philippe Joutard. Le recteur Philippe Joutard a demandé que je traduise en arabe ce dernier mot, la conclusion. Je le fais donc tout de suite. كلمة أخيرة في هذا المجال. قناة السويس كمكان للذاكرة ليس منغلقا على الماضي ولا حتى على الذكريات، إنه أيضا حاملا للمستقبل. في وقتنا هذا حيث يغلب تواجد التطرف، فهؤلاء الشهود سيحكوا لكم كيف أن التعلق بأصوله الوطنية والدينية لا يمنع احترامه لأصول وديانات الآخرين. وهذا المؤتمر يعرض نفس الدرس. إن المصريين والفرنسيين واليونانيين من الأجيال المختلفة يمكنهم التحادث سويا، وكذلك أنا أعلم أن هناك شباب يتابعون هذا اللقاء. وهذا هو معنى قناة السويس، حيث يمر المرء من أفريقيا إلى آسيا ومن البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، وكل متعلق بتراثه وثقافته دون أن ومع تفهمه وقبوله لثقافة وديانة الآخرين. شكرا لكم. Bonjour. Bien, avant de commencer, je voudrais d'abord dire que je suis très touché par les propos élogieux de Thierry Chambol, Marie-Dominique Néna et le professeur Joutard, et je tiens à les remercier particulièrement.
Donc, depuis le début des enquêtes orales, une cinquantaine de personnes ont été interrogées. Jusqu'à aujourd'hui, les témoignages des 3 communautés égyptiennes, grecques et françaises ont été recueillis. Et dans la projection qui va suivre, vous allez voir quelques petits extraits de ces interviews, qui représentent dans leur totalité plus de 40 heures d'enregistrement. Mais la projection ne dure que 18 minutes, rassurez-vous. Alors, à partir de ces témoignages, il a été réalisé 5 films de synthèse. 3 d'entre eux accompagnaient l'exposition L'épopée du canal de Suez, qui s'est tenue récemment au Musée d'Histoire de Marseille. Donc, j'en profite pour saluer Madame Blanchet qui est dans la salle. Un premier film, intitulé « La France libre et le canal », parle des hommes et des femmes du canal de Suez qui se sont engagés aux côtés du général de Gaulle pour combattre l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Un second, intitulé « La jolie mémoire, les Grecs dans la zone du canal », montre l'attachement de la communauté grecque à l'Égypte. Plus particulièrement dans ce film, les Grecs de Port Saïd, Ismaïlia et Suez. Un troisième film est intitulé « La vie quotidienne dans les villes du canal ». Ce sont les souvenirs et anecdotes des personnes ayant vécu dans les villes du canal. Donc ces 3 films sont des films de 6 ou 7 minutes qui sont dès maintenant sur le site internet que Marie-Dominique Néna vous a présenté tout à l'heure avec le reste des autres films. Donc il y a eu aussi un 4e film de synthèse sur la nationalisation du canal de Suez et les événements qui se sont déroulés tout au long de l'année 1956 en Égypte. Et un extrait très court de 3 minutes, je crois, de ce film illustrait la même exposition à l'Institut du monde arabe à Paris l'année dernière. Et enfin, il y a eu un 5e film de synthèse qui sera projeté ce soir, donc en fin de journée dans la salle, et qui va reprendre les thèmes des 3 tables rondes d'aujourd'hui. Alors bien sûr, ces films sont, comme beaucoup de films, c'est un travail d'équipe, bien sûr. Le recteur Philippe Joutard, qu'on a vu tout à l'heure, a mené la majorité des entretiens. Plusieurs l'ont été par Christine Adrien et par Ragno Ramière. Et tous les entretiens en arabe ont été faits par Yahya Essadr, le président des anciens ismaéliotes, qui nous a guidés en Égypte. Donc les entretiens se sont déroulés en 2 langues, en arabe et en français. Et il y a même certains Égyptiens et certains Grecs qui se sont exprimés dans les 2 langues. Alors, en Égypte, on a tourné dans 4 villes. Le Caire, dans les salons de l'hôtel Horus à Zamalek, au Yacht Club de Gizeh et à l'Institut français d'archéologie orientale. Les tournages également à Port Saïd, à l'Alliance française de Port Saïd. Et enfin, à Alexandrie et à Ismaïlia, chez les personnes interviewées. En Grèce, les tournages se sont déroulés à Athènes, au Club des Égyptiens grecs et à l'Institut français, et chez l'une des personnes interviewées. Et c'est Apostolos Tsitsas, qui est ici, président des Égyptiens grecs, qui nous a planifié les tournages à Athènes et nous a guidés dans la ville. Et enfin, en France, on a tourné chez les personnes interviewées à Paris et dans la région parisienne, à Rueil-Malmaison. Et Marie-Dominique Néna vous l'a dit, je le répète, ce sont les moyens techniques du Centre d'études alexandrines qui ont été utilisés pour les tournages, pour le montage des films et récemment pour la mise en ligne des films et interviews. Alors, les entretiens, que vous allez en voir des extraits cet après-midi et vous allez voir le film donc ce soir, sont pratiquement tous illustrés de photos et d'archives filmées. Les archives filmées proviennent du fonds audiovisuel du souvenir de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. Et ils datent de la première moitié du XXe siècle, autour des années 1930. Ils ont été restaurés par le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée,
Voilà, on a utilisé aussi des archives du Fonds audiovisuel de l'INA, Institut national audiovisuel, et enfin des films en 8 mm et Super 8 appartenant aux personnes interviewées. Et les photographies, il y en a beaucoup, proviennent de nombreuses sources. En grande partie, les clichés du Fonds audiovisuel du souvenir de Ferdinand Lesseps et du canal de Suez. Les plus anciennes datent de la période de creusement du canal, mais aussi les archives nationales du monde du travail à Roubaix, en France, les archives du journal Al-Aram, des photos tirées des revues Timsah et Le Canal, des revues qui ont été numérisées par le Centre d'études Alexandrine dans le cadre du projet Presse francophone d'Égypte, et aussi des cartes postales de collections privées, des archives de la Fondation de la France libre, de la Fondation Charles de Gaulle, du Musée de l'Ordre de la Libération, et j'en oublie, il y en a encore beaucoup d'autres. Et enfin, et c'est probablement le plus important, les précieux documents que les personnes interviewées ont bien voulu nous confier. Ce sont des photos de famille, des photos des villes du canal, de la vie quotidienne, des photos de classe, etc. Et tout cela représente un fonds de plus de 2500 documents. Voilà. Pour conclure, et avant de voir l'extrait qu'on va passer, je voudrais souligner la richesse des rencontres qu'on a faites pendant ces tournages, avec des gens passionnés, tous, qui se sont exprimés avec une totale franchise et qui gardent tous un souvenir ému des années passées au bord du canal, à tel point que même les plus critiques, il y en a bien sûr, les plus critiques ont été les premiers à revenir en Égypte lorsque cela était possible, pour revoir les lieux où ils avaient vécu et visiter la Haute-Égypte. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser les films, en particulier Philippe Joutard, qui m'a suggéré les extraits d'entretien à choisir. Remercier aussi ceux qui ont visionné les films en cours d'élaboration et m'ont donné des avis précieux. Et enfin, merci au service informatique du Centre d'études Alexandrine pour la réalisation du site Internet et la mise en ligne des films que vous aurez, je l'espère, du plaisir à consulter. Je vous remercie et vous souhaite une bonne projection. Il était pilote depuis qu'il a rejoint le canal de Suez en 1953. Et il a été pilote de 1953 oui. jusqu'à quelle époque? Jusqu'à 67. Après ça, il a été en Algérie pour quelque temps et en retour, il a pris un poste de transit à Portofino toujours. Ah, toujours. Il est revenu donc au Oui, Canada. oui, il est revenu. Il a été avec la compagnie. Bien sûr, ce n'était plus la compagnie, mais il a été avec le canal de Suez jusqu'en 1992. وحضرتك بقى كنت مرشد في شركة قناة السويس ثم هيئة قناة السويس. صح. يا ريت حضرتك تشرح لنا ايه اللي جذبك انك تقدم وتدخل في قناة السويس. والله ده كان أمانة كل واحد مصري إنه يخش قناة السويس. فلما بدأوا يصرحوا بدخول المصريين كل واحد أخذ شهادة نصر قدم. بس احنا لازم المفروض كان بقى كل واحد مننا لازم يقضي سنتين كربان أعالي البهار قبل ما يخش القناة. فأدينا سنتين ولما خلصنا سنتين قبلونا. يعني كان سنة كام تقريبا يا فندم؟ كان سنة 1955 في حوالي مارس 50. أنا طلعت على أول مركب ليا مركب ألماني هانزا لاين. فالراجل الكابتن الألماني قال لي كابتن you are new pilot. قلت له yes I'm new pilot and this is my first ship alone. Honestly, when I start moving I lost all the boys. I couldn't see the green boys or the red boys or the white boys at all. But after 5-6 minutes, I start to gain confidence, and I start to see the boys,
and we turn over, we go to the canal. مع أول ضوء لقينا في ناس على الرصيف على الشارع بينادوا بايلوت بايلوت. فطلعنا لقيت محمود يونس ومعاه المجموعة بتاعته كلها والمديرين كلهم معاه وكان من ضمنهم زكريا بيه ساعتها. C'est lui qui organisait le point de départ, soit pour Saïd, soit à Suez. C'était qui? C'était un ancien pilote? Non, c'était les officiers de marine nationale. C'était les officiers de marine, ce qu'on appelle le transit, le chose du transit, qui était à Ismailia et qui gérait. Alors je retrouvais c'est un peu comme les trains. Ils tiraient des trains, il y a tout un graphique que je ne comprends pas, quoi, sur lequel il y avait des pages entières et j'ai pu en récupérer un là pour savoir comment c'était géré. Et donc c'était des convois, là, je vais dire, parce que moi je suis personnellement capitaine de long cours, donc j'ai passé toute ma vie sur l'eau, donc ça m'a toute cette partie-là. Là. Et donc alors, mon père me disait qu'à l'époque il n'y avait pas de radio, donc il y avait une vigie qui était dans l'immeuble de la compagnie de Port Saïd, qui est célèbre, enfin c'est avec les trois mosquées, et dans le haut il y avait une vigie, et il y avait une personne avec des jumelles de longue vue, vraiment, pour voir les bateaux qui arrivaient, parce qu'ils avaient reçu un télégramme en disant qu'un bateau arrivait cette nuit, quoi, mais savoir que comme il passait dans l'ordre d'arrivée, c'était important de savoir. Alors le bateau, quand il arrivait, comme il n'y avait pas de radio, il mettait son indicatif, c'est-à-dire qu'il y a 4 lettres. Chaque navire, c'est international, a son indicatif, donc il y avait des pavillons qui mettaient 4 lettres, et à côté, le pavillon G, Golf, qui dit « Je demande le pilote ». Je demande un pavillon damier jaune et vert. Est-ce qu'il y a des gens dans votre famille liés au personnel du canal ou non? Non, je n'ai, à ma connaissance, non, il n'y avait personne qui est lié directement, mais au début des travaux du canal de Suez, mon arrière-grand-père maternel faisait partie des personnes qui fournissaient le matériel, qui fournissaient tout ce qui était lié aux travaux avec Ferdinand de Lesseps. C'est une tradition familiale et on a gardé toujours des contacts avec les anciens d'Ismaïlia un peu partout, que ce soit en France ou au Canada ou aux États-Unis. C'est toujours une tradition. On peut creuser un petit peu cette histoire, parce que c'est très rare, hein, cette sorte d'idée qu'il y aurait un arrière-grand-père qui a fourni. Parce que qu'est-ce qu'il faisait, cet arrière-grand-père? Est-ce qu'on le sait dans la famille? Il était entrepreneur, donc il est originaire du Sinaï. Donc il est arrivé dans la ville, dans la région, parce qu'on ne peut pas dire la ville d'Ismaïlia, ça n'existait pas à l'époque. Il fournissait tout le matériel pour les travaux du canal de Suez. Et ils encaissaient ça à l'époque, ce qu'on m'a raconté toujours, ils encaissaient ça avec des pièces en or. Le père, il n'est pas de Delta, il est du Sud. Et les Saïd, comme on dit en Égypte, et les Saïdi. Une petite village pas très loin de Sohag. Comme un petit jeune de 20 ans, il a migré pendant ces temps-là, disons, juste avant la Deuxième Guerre, pour trouver du travail au nord, vers le delta. Bon, disons vers le canal de Suez, ou ce ville qui était assez active, comme Ismailia, Port Saïd et tout ça. Cette histoire a démarré pour moi il y a à peine plus d'1 an maintenant, quand j'ai été affecté donc, pour mon travail à l'ambassade de France en Égypte, et où ma mère a, on peut dire, exhumé d'un fonds de bibliothèque tout un paquet d'archives en disant « Tiens, je vais te montrer ». Elle-même ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Je vais te montrer l'histoire de notre ancêtre. Donc c'était son arrière-grand-père à elle, qui a travaillé en Égypte au temps du canal de Suez. Et il s'est avéré donc que cet arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait dans la famille Henri à la Denise, a été ingénieur sur le canal de Suez au moment de sa construction, sur une période entre 1863 et 1870.
que cet arrière-grand-père est resté en Égypte ensuite et a continué de travailler sur le canal d'eau douce Ismaïlia entre 1870 et 1872, qu'il est rentré se marier en France, qu'il est revenu avec sa jeune épouse et est resté au Caire encore 2 années. هو الآلة الموسيقية الأساسية في منطقة قناة السويس هي آلة السمسمية، وهي آلة طبعا فرعونية الأصل، يعني موجودة في معابد بني حسن وموجودة في المتحف المصري تقريبا 2000 سنة قبل الميلاد. السويس طبعا كانت موجودة قبل الكنال، فكان فيها سمسمية، لأنه البحر الأحمر هو نقدر نقول هو المنطقة اللي موجودة السمسمية فيها على الجنبين، في العقبة وينبع وجدة، وعلى اليمين عندنا في البحر الأحمر والغردقة لغاية بقى بور سودان وسواحل الصومال وجيبوتي، يعني المنطقة دي كلها سمسمية موجودة، فكانت السمسمية موجودة في السويس. بس بعد كده اتنقلت من السويس لإسماعيلية والبورسعيد. Personnellement, j'ai commencé et terminé ma carrière à l'Air Liquide, et c'est plutôt en tant qu'ancien directeur Afrique et Moyen-Orient d'Air Liquide que je me permets effectivement de vous faire part de mon expérience sur ces différents continents. J'ai un jeune frère qui a écrit un livre d'ailleurs sur la saga familiale en Égypte. Hein. Ça s'appelle un livre qui est appelé Mektoub, et c'est toute la saga familiale en Égypte. Je suis né là-bas, j'ai fait toutes mes études primaires à Ismaïlia, hein, au collège des frères Hermel, hein. Et puis ensuite j'ai poursuivi mes études au Caire chez les jésuites, hein. Et après je suis venu en France, puis j'ai eu toutes mes activités professionnelles en France. Des dernières années, depuis une quinzaine d'années, j'allais être le plus possible en Égypte parce que c'est vraiment des souvenirs très proches, et j'étais content de retourner voir la villa qu'on avait habitée à Ismaïlia pendant de nombreuses années. كانت هنا جاليات من كثير جدا من أقطار العالم. عندنا ثقافة فرانكوفونية، عندنا ثقافة أنجلو ساكسونية، عندنا ثقافات كثيرة من شمال الكرة الأرضية وجنوبها. فكانت هذه المدينة عبارة عن مستودع أو مكان فيه جاليات من كل أنحاء العالم، وإحنا نشأنا في هذا الجو الجميل، التسامح والثقافات المختلطة والآداب والسلوك، يعني كل ما في الحضارة من معاني إنسانية جميلة وجدناها على أرض مدينة بورسعيد. Pour nous, c'était normal d'avoir une éducation française. Papa était à Alexandrie, pensionnaire chez les... Oh, comment elle s'appelait cette école des frères? Saint-Marc, justement. Et ensuite, il est parti à Paris, vous vous rendez compte, en 1935, il est diplômé des travaux publics, ingénieur mécanicien. Alors, c'était normal, jusqu'à la fin, on parlait avec papa en français, c'était normal. Et vous parliez français Depuis toujours, ouais. Avec maman un peu moins, mais c'était un peu toutes les langues en même temps, c'était un peu l'arbata. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, par exemple, ça se passait comment? En français, en grec? En français pour commencer, en grec des fois. Oui. On avait des amis italiens, en égyptien bien sûr, en arabe. En général, il y avait un hôpital à Ismaïlia, et c'est là qu'on était, sur les bords du canal. Et quel est l'hôpital Saint-Vincent? C'était l'hôpital Saint-Vincent, qui était, enfin, c'était à l'époque un plus petit hôpital que ce qu'il est devenu par la suite, et nous étions, enfin, on était bien soignés.
on allait à l'école. Chez Saint-Vincent de Paul, nous allions à l'école, nous avions la chance d'avoir la plage, et nous avions assez souvent des personnes qui venaient de France et qui faisaient des conférences. Comme nous étions, je vous parle, j'avais 12, 13, 14 ans, 15 ans, mettons, et on devait... Bah, écoutez, dans les années... Je passe de 45 à 55, avant, jusqu'à la nationalité. D'accord? Bon. Ce qui fait qu'on avait d'excellents professeurs, puisque c'était les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, qui étaient excellentes, qui faisaient venir des professeurs de français vraiment la crème, ce qui fait qu'on a reçu une instruction vraiment dépassant tout ce qu'on peut imaginer. Pour vous donner un tout petit exemple, par exemple, quand on avait une pièce de théâtre à étudier en classe de 3e, le CID, eh bien imaginez-vous que la Compagnie du Canal faisait venir la Comédie Française à Ismailia, Port Saïd et Suez 3 jours de suite, afin qu'on puisse suivre. Une journée classique, on va prendre une journée classique, c'était, on partait le matin à l'école. Alors, si on s'était réveillé de bonne heure, on pouvait aller faire un tennis avant l'école. Ça, c'était assez régulier. Ensuite, on prenait nos bicyclettes et on descendait vers... alors, soit on allait à l'école directement, soit on allait faire un tour du côté du cercle épique pour voir un peu si on ne pouvait pas faire 1 heure de cheval. Et puis après, on revenait à l'école où on était donc éduqués, enseignés. Et puis vers 3 heures, donc on finissait. Et là, donc, on avait encore notre après-midi. Donc soit on allait faire du rowing, enfin de l'aviron, soit de la voile, beaucoup de voile on faisait, ou de la natation, ou on allait à la plage, bien entendu. Si on avait les copines qu'on savait qu'elles allaient à la plage elles aussi, du coup on allait à la plage. Il y avait un pâtissier qui était très, très connu à Port Saïd, c'était Gianola, qui existe encore. Mais l'emplacement était tellement chaud et agréable, les familles se rencontraient naturellement là-bas. La jeunesse avait une place spéciale où ils restaient avec une table ronde. Les gens de Port Saïd, tous naturellement, ils se connaissaient très bien. Les hommes allaient chez Gianola prendre leur café le matin. Il y avait naturellement des gens avec des tarbouches et avec leurs swats. Nous avions naturellement plein d'amis à mes parents qui étaient assis là et on ne s'arrêtait pas de saluer les gens, de dire bonjour et bonsoir à tous les coins. Et on allait à la plage d'enfants et au club, on faisait du selfish, on faisait naturellement de la natation. On jouait au tennis, moi et mes sœurs et mes amis, tout le monde en allait au club, on jouait au tennis. احنا طبعا كناس اللي عشنا في منطقة القنال بالذات في فترة ما قبل التأميم واحنا أطفال يعني بنذكر انها كانت طفولة جميلة وسعيدة وكان فيها حاجات ربما مش متواجدة في حتة تانية ما كبرنا شفناها يعني مثلا كان متواجد جاليات مختلفة كتيرة كان في جريك كان في أرمن كان في طلاينة كان في فرنسيين كان في يعني جاليات كتيرة جدا والحقيقة كان في تفاهم كبير بينهم والتعايش بينهم كان جميل أما كبرنا طبعا يعني لقينا الحاجات دي مش متواجدة بل بالعكس لقينا في تنافر بين الناس اللي هي مختلفة عرقيا أو دينيا فإحنا بنحاول إحياء ذكرى هذه الفترة الجميلة لأن في ناس كتير ما يعرفوش عنها أي شيء يعني بنحاول مع أصدقائنا اللي هم عاشوا معنا الفترة دي إن احنا نحيي الذكريات بالصور بالألبومات عن طريق الفيسبوك إن احنا
بنعرف الناس بكيف كانت الحياة في الفترة دي. يعني الحياة في الفترة دي مش بس الأحداث السياسية والخطب والحروب، إنما كان في برضه حياة اجتماعية جميلة، وكان في حفلات وكان في رياضات وكان في تنافس. ودي الحاجات اللي احنا بنحاول بنستخرج معلومات عنها من مصادرها، لأن احنا طبعا مدركين جدا إن الجيل بتاعنا احنا اللي هو كان الأطفال وقتها هو آخر جيل ممكن يحكي هذه الأمور. الأجيال اللي اتولد بعد كده اتولد خارج منطقة القنال، وربما ما تعرفش عنه اللي احنا كنا عارفينه. Il était pilote depuis qu'il a rejoint le canal de Suez en 1953. Il a été pilote de 1953. Oui. C'est fini, c'est fini. Jusqu'à 60. Merci Raymond pour cette belle vidéo. Franchement, je suis très contente, non seulement de la production de la vidéo, mais pour vous encourager, parce qu'entre parenthèses, ça fait partie de ma recherche, que les documents audiovisuels sont vraiment des documents très importants que nous devons utiliser et se baser là dans nos recherches. Je vous remercie encore une fois, et vu le retard que nous avons, on enchaîne à la première table ronde. J'invite Dr Fathi Saleh pour modérer la table ronde. S'il vous plaît, Dr Fathi. Bonjour tout le monde. Je crois que nous réunissons ici parce que les eaux du canal de Suez coulent dans notre vin, soit égyptien, français, italien, grec, etc. C'est parce que nous sommes réunis pour partager notre mémoire des jours passés sur le canal de Suez. Comme nous avons une heure de table ronde, poursuit, parce que aussi il y aura 2 films à projeter. Chaque film il a 10 minutes. Alors il nous reste une quarantaine de minutes pour 5 intervenants. Alors il y aura 3 ou 4 minutes pour chaque intervenant. J'espère. Bon, alors on va commencer par cher ami, M. Thierry Chambol, le président de l'association de souvenirs de Ferdinand de Lesseps et du canal de Suez. Bien, donc je fais un petit comeback. Et je voudrais dire d'abord le plaisir que j'ai à être modéré par le docteur Fathi Saleh, qui est membre du comité d'honneur de notre association. Donc je tiens à le souligner. Alors, pourquoi je reviens? C'est une histoire effectivement familiale. Au fond, nous avions le souvenir dans la famille que mon arrière-grand-père, Arthur François Chambol, et sa femme Noémie avaient participé à l'inauguration du canal de Suez, au fait de l'inauguration du canal de Suez, et en particulier avaient été invités aux fêtes et au bal d'Ismaïlia le 18 novembre 1869. Et j'ai pu vérifier que cette idée qui se transmettait dans la famille, en quelque sorte, était fondée, puisque j'ai les cartons d'invitation de ces 2 personnes à l'inauguration. Et d'ailleurs, ces 2 cartons d'invitation ont figuré dans l'exposition de Marseille comme une trace de la fête. Donc ça, c'est un souvenir plutôt festif. D'ailleurs, cet Arthur François Chambol est devenu ensuite agent général des messageries. C'est en tant qu'agent des messageries impériales qu'il était invité. Et il est devenu agent général des messageries maritimes à Bordeaux. Il avait sur la Garonne un bateau assez long, je ne sais plus si c'est 30 mètres ou 70 mètres, je pense que c'est plutôt 30 mètres. Et mes grands-parents se sont pas mariés sur le bateau, mais la réception donnée pour leur mariage s'est faite sur ce bateau. Donc c'était un souvenir de famille. Et d'ailleurs, nous avions un grand tableau, une grande gravure de Ferdinand de Lesseps qui trônait dans une autre maison pendant nos vacances d'été.
Et donc, Ferdinand de Lesseps planait comme ça dans la mémoire de la famille de façon pas très explicite. Et puis, et c'est là que ça devient plus intéressant, je savais que dans ma maison de campagne, il y avait une malle avec plein de documents que je n'avais pas beaucoup regardés. Elle était derrière d'autres malles. Et je savais seulement qu'il y avait un diplôme de décoration turque pour un certain Auguste Garbeyron, qui était le père de Noémie, qui avait assisté donc au fait de l'inauguration. Et je travaillais sur d'autres sujets, et donc j'avais laissé cette malle dormir, en quelque sorte. Et un jour, je m'en suis ouvert à Philippe Joutard, et il m'a grondé gentiment en me disant « Vous ne pouvez pas la laisser comme ça, il faut rentrer dedans ». Alors je suis rentré dans la malle, et j'ai découvert que cet Auguste Garbeyron, en fait, était un officier de marine de Toulon, et qu'il était très certainement le commandant du Lycurgue, le bateau qui a transporté Ferdinand de Lesseps en 1854, lorsqu'ayant appris la mort de Abbas Pacha et l'avènement de Saïd Pacha, il est parti pour convaincre Saïd Pacha de lui accorder la concession du canal. Et je pense que sur le bateau, Ferdinand de Lesseps passait son temps à parler du canal et de son projet de canal. Il s'est lié avec le commandant du navire et ils sont devenus relativement amis. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que 3 ans après, à peu près, 3-4 ans après, cet Auguste Garbeyron, officier de marine, a été détaché auprès du sultan comme inspecteur des phares et feux ottomans. Alors, il y avait aussi d'ailleurs un Anglais qui était... il y avait un tandem anglo-français pour les phares et feux ottomans. Et il a immédiatement proposé à Ferdinand de Lesseps d'être une sorte de correspondant de la compagnie et de lui-même, de Ferdinand de Lesseps, à Constantinople. Alors, c'était la période 1858-1861 qui était une période cruciale entre l'Égypte et la Sublime Porte, comme on l'appelait, parce que Ferdinand de Lesseps, le firman n'était pas approuvé par le sultan, le firman de concession. Ferdinand de Lesseps, on connaît son tempérament, il commençait les travaux en les appelant des opérations préparatoires dès 1859 pour ne pas agiter le chiffon rouge devant le sultan. Et donc, il y avait tout un échange, les Anglais résistaient, et donc, ils ont échangé entre eux, la compagnie et Auguste Garbeyron, énormément de courriers. Auguste Garbeyron faisait un compte-rendu 2 fois par mois de ce qui se passait à Constantinople pour la compagnie du canal. Je dirais presque que c'était une sorte d'agent double, hein, parce il travaillait normalement pour l'Empire turc, et il travaillait un peu aussi pour la compagnie. Je n'ai pas retrouvé dans la malle d'indication qu'il ait touché un double salaire à la fois du sultan et de Ferdinand de Lesseps. Bon. Et donc, j'ai retrouvé dans cette malle donc énormément de documents sur cette période du canal, et en particulier 7 ou 8 lettres de Ferdinand de Lesseps à Auguste Garbeyron, dans lequel il s'exprime très librement, puisqu'il écrit à un ami. Et je vais vous lire 2 petits paragraphes d'une de ces lettres, une qui aborde un problème qui a donné lieu à controverse, et une autre qui est plus intime et que je vais lire uniquement pour Christine Adrien parce qu'elle est berrichonne et il faut que je lui lise ce paragraphe. Je ne sais pas si elle n'est pas partie. Elle est là, pardon, elle est là. Alors, la lettre en question, je n'en lis qu'un tout petit extrait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je m'arrêterai après. Donc, il dit « J'ai fait 3 fois le tour de tous les chantiers ». Alors, c'est une lettre du 22 janvier 1861, donc la date est importante. Hein. Et il dit « J'ai fait 3 fois le tour de tous les chantiers de l'isthme et je crois n'avoir jamais fait encore d'excursion plus utile sur les travaux. » Parce qu'il n'était pas ingénieur, mais il commandait les travaux quand même, à travers différentes personnes. « Tout marche bien. Les ouvriers indigènes et syriens sont en nombre suffisant, 8250, dit-il dans la lettre. Ils sont bien traités, satisfaits et pleins d'ardeur au travail. Les fellahs égyptiens
n'avaient pas encore, depuis les temps historiques, recueilli le fruit de leur sueur. Il veut dire que les fellahs égyptiens, quand ils faisaient la corvée, ils ne touchaient rien. Donc là, ils touchaient quelque chose. Et donc il dit, et lorsque ceux qui sont engagés au mois retournent dans leur village avec une épargne d'une 30aine de francs, ils sont l'objet de la curiosité générale et d'un étonnement naïf. Alors il ajoute, voilà ce qui fait notre propagande, on n'aime plus beaucoup ce terme de propagande, et ce qui nous permettra d'acquérir, alors le terme non plus d'acquérir n'est pas très joli, d'acquérir nos ouvriers au fur et à mesure de nos besoins. Alors, je lis ce paragraphe parce que c'est le paragraphe donc, qui est au cœur des controverses importantes sur le thème de la corvée et sur l'interdiction de la corvée à la suite de pressions anglaises pour essayer d'entraver le chantier. Alors, l'alinéa suivant est complètement différent. Il faut se souvenir que Ferdinand de Lesseps est veuf, donc il s'occupe lui-même de sa maison de campagne du Berry, et il dit... Pendant un de mes séjours à Constantinople, j'avais fait l'acquisition de plusieurs pièces d'étoffe destinées à faire des rideaux pour ma maison de campagne du Berry. J'ai besoin de 4 nouvelles pièces conformes à l'échantillon ci-joint. Veuillez faire prendre ces pièces au bazar en employant au besoin l'intermédiaire de Ludovic qui m'avait procuré les premières. Bon, ensuite, il parle du remboursement. Ce n'est pas la peine que je le lise. Donc, voilà dans une lettre un exemple d'un alinéa qui est sur un point crucial, celui du travail forcé, éventuellement de la rémunération des travailleurs, et puis un petit alinéa personnel sur les rideaux de sa maison de campagne du Berry, que nous connaissons bien, bien qu'elle n'existe plus. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et maintenant, on passe les paroles rapidement à M. Jérôme Bacona, le conseiller économique de l'ambassade de France en Égypte. 1888, sorry. Alors, vous le connaissez déjà un tout petit peu, puisque Raymond m'a fait la surprise de vous le montrer tout à l'heure. Il s'agit donc, on change de génération avec Thierry. Thierry est une génération avant moi, donc lui parlait de son arrière-grand-père, moi c'est mon arrière-arrière-grand-père. Mais c'est la même période. C'est la période de la construction du canal. Et c'est l'histoire, en fait, donc, d'un ingénieur très proche des Saint-Simoniens, qui est resté dans la mémoire familiale, d'abord dans une mémoire orale, puis dans une mémoire un peu extirpée du fond, un peu comme d'ailleurs Thierry d'une malle, moi c'était plutôt une caisse, mais une mémoire qui n'était que partiellement documentée, avec énormément de trous. Et ces 3 dernières années, donc, je me suis intéressé à compléter cette mémoire et à boucher ces trous, pour redonner vie à celui donc, qui est mon arrière-arrière-grand-père, côté de ma mère. D'abord, on reste dans le Berry, hein, ça c'est pour Christine. Donc, il est né à Bourges en 1840. Il est connu dans la famille sous le nom de Henri, et en fait on découvre qu'il va être déclaré à l'état civil sous le nom d'Edmond, mais baptisé sous celui d'Henri. Alors je me prends quelquefois à imaginer qu'entre le moment où il est né et où le papa est allé le déclarer à la mairie et le moment où la maman s'est remise de ses couches et on l'a emmené se faire baptiser, il y a peut-être eu une petite querelle de ménage sur le prénom du fils et que finalement c'est Henri qui a gagné au baptême et c'est sous ce nom qu'il est resté connu. Donc ce qui a d'ailleurs entraîné beaucoup de quiproquos, savoir si en parlant d'Edmond on parlait d'Henri et vice-versa. Il a eu déjà, dans sa jeunesse, avant d'arriver en Égypte, il avait déjà des liens avec l'Égypte. Car pour les connaisseurs de l'histoire du canal, il y a eu toute une grande dispute entre le premier relevé topographique qui avait été fait sous l'époque de Bonaparte avec Lepère, qui avait découvert une différence de niveau importante entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, que cette différence de niveau avait été longtemps discutée, et qu'après de nombreuses discussions, des ingénieurs topographes étaient revenus sur le chantier du canal à l'instigation des Saint-Simoniens d'ailleurs, et que Paul-Adrien Bourdalouet, un berrichon natif de Bourges lui aussi, en 1847 avait fait le relevé topographique qui fera foi et conclura qu'il n'y a pas de véritable différence de niveau significative entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Et il se trouve que M. Bourdalouet
a, pendant 7 ans, entre 1855 et 1862, procédé au premier relevé topographique général de la France. Et que mon ancêtre, donc, a été, dans sa jeunesse, apprenti topographe, vous savez, celui qui tient la mire avec la petite longue vue, là, et petit à petit, donc, il a appris son métier, et en 1863, Adrien Brodalouet lui dit « passe le concours pour devenir, ce qu'on dirait aujourd'hui, ingénieur de travaux publics ». À l'époque, on appelait ça conducteur de travaux publics. En fait, c'est l'équivalent, je dirais, d'un ingénieur chef de chantier, en quelque sorte. Et il l'incite surtout à postuler pour le chantier du canal de Suez, donc, qui, à l'époque de Voisin B, est en train de totalement changer son mode d'organisation et recrute beaucoup d'ingénieurs en France. Et c'est ainsi donc que Henri Aladenise s'est retrouvé en 1863 sur le chantier du canal de Suez, exactement sur la division d'El Guisr, près de El Kantara, entre El Kantara et Ismaïlia, et qu'on a retrouvé donc jusqu'à la fin du séjour qu'il va effectuer sur le canal de Suez, jusqu'en 1870, son dossier conservé dans les archives de la compagnie universelle du canal maritime de Suez, donc conservé à Roubaix par l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps. Donc j'ai eu la joie, vraiment une grande émotion, de retrouver tout un tas de documents se référant à mon ancêtre. Alors vous savez, on se demande toujours, est-ce que finalement il était si bien que ça? Alors j'ai été rassuré, les documents conservés sont élogieux, on a affaire à un ingénieur modèle. Voici là quelques extraits des appréciations positives portées sur lui. En 1870, après l'inauguration du canal, il cherche un nouveau travail et il va proposer au Khedive Ismaïl de procéder au relevé topographique général de l'Égypte. Il prépare un rapport très documenté sur comment il faut faire, quel type de déploiement d'équipes déployées sur le terrain sur toute l'Égypte. Mais, vous le savez tous, c'est une époque difficile sur le plan financier pour l'Égypte. Le Khedive a beaucoup d'ambition, mais il n'a plus autant de moyens que d'ambition. Donc, mon ancêtre va garder ce projet à l'état de projet, qui ne sera pas réalisé, mais néanmoins, il va vouloir en garder une trace. Et il va publier, à son retour en France, un opuscule décrivant comment il aurait procédé s'il avait pu procéder au relevé topographique de l'Égypte. Et c'est un document passionnant, qui est en fait un mode d'emploi, comment on procède à un relevé topographique. Et vous avez vu, il avait même prévu les petites marques de fonte à installer sur les différents endroits, les repères d'altitude. Pour autant, il n'en a pas fini avec l'Égypte. Certes, il n'a pas pu réaliser ce projet, mais il se fait embaucher sur le chantier du canal d'eau douce Ismaïlia. Vous savez qu'après 1866, la compagnie de Suez a dû rétrocéder à l'Égypte toute la portion du canal d'eau douce avec l'Ouadi Toumila et la grande exploitation agricole qui était en cours d'organisation. Mais l'Égypte, récupérant ce terrain, récupère aussi, si je puis dire, une obligation qui va avec, celle d'agrandir le canal d'eau douce et de modifier son percement. Donc, alors ça va se faire en plusieurs étapes, notamment ça va être très long, parce que d'abord c'est coûteux et l'Égypte n'a plus d'argent. Deuxièmement, il y a une épidémie de choléra qui va retarder les travaux. Donc les travaux vont s'effectuer en plusieurs portions. Et mon arrière-arrière-grand-père va donc travailler entre 1870 et 72 sur le chantier du canal d'eau douce Ismaïlia, entre la portion d'Abasser, Tel el-Kébir et Gassassine, donc dans la partie où le canal d'eau douce qui a pris sa prise d'eau au Caire vers le 6 octobre aujourd'hui, remonte et va faire sa percée ouest-est vers Ismaïlia. Donc il va être cette portion, et cette portion est extrêmement bien documentée par un album photographique qui a été conservé dans nos archives familiales, avec 23 photos d'époque qui décrivent toutes les portions du chantier sur lequel il a travaillé. Alors il est difficile de le reconnaître, car à cette époque, vous remarquerez que les hommes sont ventripotents, barbus, moustachus et ont un chapeau.
Donc, à partir de là, vous avez tout un tas d'ingénieurs européens qui sont ventripotents, en redingote, barbus, moustachus, avec un chapeau, dont mon ancêtre. Après avoir effectué donc ces 2 ans sur le chantier d'eau douce, du canal d'eau douce d'Ismaïlia, il rentre en France pour quelques mois seulement et va épouser donc celle qui sera mon arrière-arrière-grand-mère, Pauline Mitou, à Vichy, Vichy étant la ville dans laquelle le ménage s'installera à leur retour définitif d'Égypte. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans les archives, nous avons retrouvé l'homélie qui a été prononcée par le curé de la paroisse de Vichy pour le mariage, et que ce curé fait référence évidemment à l'Égypte et au travail qui effectuait donc le jeune marié, mais il fait aussi référence à un autre épisode de l'histoire franco-égyptienne, celle de Saint-Louis et de la croisade à Damiette et Mansoura. Ça, c'est juste pour l'anecdote, mais enfin, c'est intéressant de voir que ce point est relevé. Il rentre au Caire, et là, donc, mon arrière-grand-mère, la grand-mère de ma mère, va naître au Caire. Alors, je me sens toujours un peu égyptien quand j'arrive à cette partie de l'épisode de notre vie familiale. Donc, la petite Jeanne va naître au Caire et elle va être baptisée. Elle est donc déclarée au consulat de France au Caire. Et on a conservé donc l'acte de naissance de mon arrière-arrière-grand-mère. Et elle est baptisée à l'église de l'Assomption de Marie à Mouski, pour ceux qui connaissent, chez les franciscains. Et donc, on a retrouvé, évidemment, dans le registre des baptêmes, son extrait d'acte de baptême. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que le registre est en latin. On a toutes les nationalités à peu près d'Europe qui se croisent au Caire à cette époque. Et elle est déclarée en latin sous un nom masculin. Bon, on l'a corrigé depuis. J'ai la preuve que c'était bien une femme, de toute façon. Il n'en a pas fini. Il fait un dernier travail en Égypte. Il va procéder dans l'équipe de Pierre Grand, au moment où le Caire Khedival est en train de prendre forme, au premier relevé topographique depuis la période de Napoléon de la ville du Caire, qui est en cours de transformation. Et là, on en a conservé une trace. Il a publié à son retour en France un opuscule dans lequel figure tout le relevé de toutes les marques d'altitude qui ont été apposées lors de ce relevé topographique. Donc c'est très émouvant parce que quand on connaît un peu le Caire, finalement, on pourrait presque suivre à la trace les endroits où il s'est arrêté pour prendre les relevés d'altitude, si ce n'est que le Caire ayant tellement été transformé, on ne les retrouve plus sur le terrain. Quand il est en Égypte, il ne fait pas que travailler, hein, il est comme nous tous, il découvre ce magnifique pays, et on a conservé quelques photos qu'il a récupérées. Les cartes postales à l'époque, c'est des photos, des vraies photos albuminées, donc très fragiles, qui heureusement ont été conservées. Des photos de sa vie sur le chantier, donc c'est vraiment des photos, des instantanés vécus. Hein. Des photos d'Alexandrie, ça c'est parce qu'on est ici, où j'ai découvert donc que la statue de Mohamed Ali a été inaugurée en 1872 et que probablement donc mon arrière-arrière-grand-père, lors d'un de ses trajets, probablement son trajet de retour avec sa femme, a dû voir la statue inaugurée sur la place des Consuls. Vous voyez l'obélisque qui figurait en face de l'hôtel Métropole aujourd'hui. Le Caire à Gizeh. On rêve quand on voit ça. Surtout, il fait du tourisme aussi pour découvrir Luxor. Et ces deux photos, la Felouk et la Dahabiya, sont toujours des photos qui m'émeuvent beaucoup. L'une parce qu'il figure sur la Felouk, on le voit, et la Dahabiya parce que sa fille, après sa mort, a annoté de sa main la Dahabiya de papa sur le Nil. Et j'avoue que j'ai toujours une petite larme au coin de l'œil quand je vois ça. Quelque chose qui me le rend plus sympathique encore, c'est que c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux gens. Dans son album photos de souvenirs, on trouve énormément de photos comme ça d'Égyptiens, alors des photos posées bien sûr, mais des photos des Égyptiens tels qu'il les a vus, tels qu'il les a croisés. Et je trouve intéressant qu'un étranger qui venait au Caire, qui venait en Égypte, ne se soit pas intéressé qu'aux monuments ou qu'à la distraction, mais se soit intéressé aussi aux gens qu'il croisait. Il rentre en France sans doute à la fin de l'année 1874, mais vous savez, comme tous les Français, quand ils rentrent d'Égypte, on garde tous un petit peu d'Égypte au fond de nous-mêmes. Et la passion égyptienne de mon ancêtre est restée bien après son retour en France.
Quand il s'est installé à Vichy, regardez, il a baptisé la villa qu'il habitait Villa du Nil. Puis après, il a investi dans l'immobilier, hein, comme nous on investit dans la pierre. Hein, il a investi dans une villa de Suez, puis une villa du Caire. Alors malheureusement, ces bâtiments n'existent plus. J'ai retrouvé des traces des bâtiments, mais leur mémoire reste. Et parmi les souvenirs, alors il se trouve que j'ai des attaches auvergnates aussi, en dehors de l'Égypte, j'ai pu retrouver un des travaux qu'il a effectués quant à son retour en France. Il a procédé au relevé topographique de la ville de Clermont-Ferrand, et il en a publié un opuscule, et dans une des rues de Clermont-Ferrand, j'ai retrouvé l'un des repères d'altitude apposés par mon arrière-arrière-grand-père. Je vous avoue que c'est assez émouvant de pouvoir prendre la photographie d'un repère d'altitude. Dernier élément intéressant de sa vie égyptienne après l'Égypte, lors d'un de ces relevés topographiques qu'il a effectués en France, il pose sur une photo avec un petit chien. C'est son petit chien. Et ce petit chien s'appelle Aïda. C'est pas touchant quand même de voir que 10 ans après son retour en France, l'Égypte reste toujours comme ça marquée dans son esprit. On le retrouve ensuite à Tunis, mais surtout, et c'est là où j'en termine, il meurt en 1888, donc toujours animé par cette passion du progrès, la transmission du progrès, très saint-simonien, toujours animé par cette passion de construire des infrastructures pour développer le progrès. Cette fois-ci, c'est à Porto Rico qu'il est. Et à Porto Rico, il va mourir de la fièvre jaune. Il est enterré là-bas, son corps n'a jamais été rapatrié. Et son épouse va apprendre, probablement à peu près un mois après sa mort, que son mari n'entrera pas. Et donc cette mémoire est restée. C'est sans doute, je pense, à cause de cette disparition tragique que ces documents ont pu être conservés dans la famille, manière de faire le deuil en même temps. Et un an après sa mort, voilà, mon arrière-arrière-grand-mère a fait peindre un portrait de lui, portrait qui est donc chez ma mère, et dont longtemps je me suis demandé, mais qui était cet individu? Voilà. Voilà. Et tout ça est devenu un livre qui est sorti il y a 2 jours des presses de l'IFAO, donc tout frais, tout chaud. Donc Raymond Collet, Marie Dos et Alex Yehia El Sadr, et je vous dis tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous. Et je voudrais dire une mention spéciale et rendre un hommage et toute ma reconnaissance à Arnaud Ramière de Fortanier, qui m'a toujours beaucoup soutenu, qui m'a toujours beaucoup entraîné dans ses pensées les plus folles et ses aventures les plus folles. Donc merci Arnaud, parce que je n'oublie pas tout ce que vous avez fait pour moi. Nos travaux ont consisté à interviewer une 50aine de personnes, donc égyptiennes, françaises et grecques, hommes, femmes, parlant arabe, français, grec bien sûr. Au début, donc, seul Philippe Joutard sait comment traiter ce sujet. Et nous découvrons pour notre part sa méthode de travail qui consiste à poser le moins de questions possible, laisser ces questions totalement ouvertes et surtout écouter. Mener une enquête, c'est partir de très peu et tirer un fil rouge qui s'enrichit très vite par les nombreuses rencontres qu'il entraîne. C'est faire ressurgir une mémoire enfouie, des légendes, vraies ou fausses, que les témoins d'une histoire pensaient avoir oubliées. Et j'ai personnellement découvert un monde où chacun enrichit la grande histoire. Notre première interview a commencé avec l'ingénieur Yehia El Sadr, puis tout s'est enchaîné. Je vais vous donner 3 exemples. En nous entendant parler, notre agent de voyage Arm Slim, dont nous saluons la présence dans cette salle aujourd'hui, se souvient que lui aussi avait quelque chose à raconter. Il avait toujours entendu dans sa famille venue des Balkans avec Mohamed Ali que son arrière-grand-père, ami de Ferdinand de Lesseps, le fournissait en pelles, pioches et chameaux pour creuser le canal. Et ça, vous l'avez entendu. Sa fortune s'accumulait dans des jarres cachées dans le jardin de leur maison familiale, véritable caverne d'Ali Baba. On attendait la mort du grand-père. Après sa mort, toute la famille a cherché les jarres. Et elle les cherche encore. Vraie ou fausse, cette histoire ensoleillée et merveilleuse, digne de celle de la caverne d'Ali Baba, illustre une mémoire familiale significative d'un ressenti réel, où rien n'est d'ailleurs un hasard, puisqu'aujourd'hui, un des arrière-petits-fils de la famille dirige un des plus importants groupes de bâtiments de travaux publics, le groupe Arab Contractor.
Deuxième exemple, Pénélope la Grecque, ici présente dans cette salle, une des vedettes de la journée, nassérienne, médecin, engagée dans les Fédayines dès 1952 dans l'armée, imaginez-la, elle est là, arme au poing, poing levé, s'engageant dans l'armée donc, et faisant la une des journaux. Elle va nous raconter son histoire. Très récemment, l'interview d'Yves Guédon, donc cousin du général Capdepont, ici présent aussi, qui nous a révélé 2 pépites non traitées relatives à la Seconde Guerre mondiale et aux forces françaises libres de Suez présentes à Ismaïlia dès juin 1940. Notre ambition était de réunir des témoignages d'une société cosmopolite, donc égyptienne, grecque, française, italienne, syro-libanaise. L'un des temps forts de nos enquêtes fut la découverte des Grecs. Nous ne nous rendions pas compte à quel point ils étaient présents sur le canal. Leur mémoire reste forte, même chez les Égyptiens, puisque 60 ans après la nationalisation, l'ingénieur Esa Tadel, grand acteur de la nationalisation, cite encore dans son interview des noms de pilotes grecs, aucun nom français. 60 ans après, chaque nationalité réagit différemment. Les Français sont souvent dans la nostalgie d'un passé révolu qu'ils ont mis de côté. Cette histoire est pour eux terminée. S'ils gardent de très bons souvenirs de leur vie au canal, 56 les a marqués et ils préfèrent souvent oublier. Pour les Grecs, c'est différent. Les familles relativement aisées de pilotes ou de commerçants, restées plus longtemps après le départ des Français, revivent en Grèce leur vie sur le canal grâce à des associations et à une diaspora très puissante. Ils sont des Égyptiens grecs, parlent arabe entre eux, cuisinent égyptien, se réunissent nombreux très régulièrement, vivent, chantent à l'égyptienne. Les milieux ouvriers sont en revanche plus nuancés, ils gardent une mémoire sociale plus militante et nous savons que nous avons encore beaucoup à apprendre d'eux. Les souvenirs des Égyptiens varient également en fonction des milieux sociaux. Les familles francophones et francophiles gardent une mémoire généralement très heureuse, une jolie mémoire des échanges avec la France et les Français, de l'éducation qu'ils ont reçue, de leurs camarades de cours de récréation, de l'excellence des services apportés par la compagnie, des 2 mois de vacances offerts en Europe tous les 2 ans. Chez eux, on parle souvent français avant de parler arabe. Certains notables, cependant, sont très hostiles aux Français. Ils alimentent le nationalisme égyptien bien avant Nasser, souvent par une blessure familiale dont l'histoire se raconte de génération en génération. Nous pensons ainsi à la famille d'Ali Efnaoui, que nous connaissons bien et dont nous regrettons vivement l'absence aujourd'hui, puisqu'il est à un colloque à l'Institut du monde arabe à Tourcoing, et dont l'arrière-grand-père notable a été forcé à la corvée. Il s'en est échappé. Son père, avocat et docteur en droit, soutiendra une thèse en France sur le canal de Suez. Il rédigera l'acte de nationalisation de la compagnie en juillet 1956. Les Égyptiens plus modestes peuvent être encore plus agressifs, comme Zakaria Ibrahim, qui continue avec son groupe de Simsemiya, un groupe musical, de chanter la vie ouvrière et politique sur le canal. En tant que Française, je n'ai ressenti chez nos interlocuteurs aucun regret du départ des Français, même pour des Égyptiens ou des Grecs qui n'avaient jamais éprouvé d'animosité envers eux. Les Français ne sont pas cités souvent en tant que tels. Ils appartiennent à la catégorie des étrangers. J'ai ressenti 1956 comme un juste retour des choses attendu depuis bien longtemps. Le canal était enfin à l'Égypte et c'était bien ainsi. Mais nous sommes marqués par le fort sentiment d'appartenance collective qui se dégage encore en 2019 de l'ensemble des personnes interviewées. La compagnie prospère donne aux gens plus que ce à quoi leur niveau social d'origine peut les laisser prétendre. Elle offre des situations privilégiées. Ferdinand de Lesseps est une référence ayant créé un monde à part, apporté une prospérité sur le canal qu'on ne lit pas forcément à l'Égypte. Tous se considèrent comme canaliotes ou anciens du canal, parlant de lui comme une personne. Le canal est une colonne vertébrale autour de laquelle toute une société s'organise. Tous ont vu glisser sur le sable ces bateaux venant du monde entier. Tous ont entendu les récits de leurs pères, oncles, amis, pilotes qui embarquaient et débarquaient avec des nouvelles du monde entier. Des cadeaux, des plats cuisinés avec des recettes venant de l'autre bout de la terre. Tous ont rêvé à l'au-delà de Suez qui part des sables blancs et des eaux bleues d'Ismaïlia,
passent par les lacs amers pour arriver en mer Rouge et vers l'aventure d'un autre monde. Ils ont salué ces bateaux, chanté devant ces bateaux. Ils sont allés tous les jours ou presque, de la rive Asie à la rive Afrique ou de la rive Afrique à la rive Asie. En nageant entre les convois, les plus érudits ont lu Henri de Montfred et Louis Broquier, Arnaud. Bref, ce canal immobile s'est arrêté le temps et a engendré un imaginaire qui continue d'ailleurs à faire rêver à l'heure du net et de Facebook. Avant Suez, avant Port Saïd, on est en Méditerranée. Même en Europe, au-delà de Suez, c'est une aventure dont on n'est pas certain de revenir. C'est la féerie de l'Orient avec ses inconnus. C'est la vie quotidienne au canal. Ça, c'est le rêve. Mais nos enquêtes nous ont aussi confirmé que cette société a créé des animosités, des fractures et des ressentiments irréparables. C'est un certain rejet de l'Occident qui provoque l'arrivée des frères musulmans dans la plus occidentale des villes du canal, Ismaïlia. Le témoignage de Samia Eid est très intéressant à ce sujet. Fille de médecin d'Ismaïlia, pas de la compagnie, son père s'est présenté aux élections de 1936. Le deuxième tour donnait vainqueur les frères. Elle raconte qu'il a fallu bourrer les urnes sur ordre du gouvernement pour faire passer son père. Ismaïlia, c'est le petit Paris très dominé par les Français qui ne se mélangent pas, alors que Port Saïd est un modèle unique de cosmopolitisme vécu et assumé, avec une forte présence grecque, polyglotte, parlant souvent 4 langues. On y célèbre d'ailleurs tour à tour dans la joie et la bonne humeur toutes les fêtes de toutes les religions. Suez, plus loin, est habité par des Européens plus passionnés d'Égypte et d'Égyptiens, comme René Blandin, ici présente, qui nous racontera sa vie. Paul Morand, dans La Route des Indes, voit le canal comme un lieu où l'armée est anglaise, l'administration française, ses commerçants grecs, ses chefs de gare italiens. Et les Égyptiens. Finalement, on ne sait pas très bien. Les égyptianisés de la compagnie mènent une vie prospère. Pour les autres, ils ne sont peut-être que des groupes de personnes pittoresques. Et les Anglais, ils gardent fermement leur route des Indes, c'est leur principal centre d'intérêt. Il serait d'ailleurs intéressant d'entendre des témoignages égyptiens sur leur présence au canal et ses conséquences. Nous savons que nous avons traité qu'en partie le volet social plus douloureux des communautés égyptiennes et grecques, acteurs de revendications syndicales marquées. Nous ne nous sommes peut-être pas assez appuyés dans ce premier temps d'enquête sur les travaux d'Angelos Dallakanis, chercheur de l'école française d'Athènes, qui a étudié les revendications sociales de la classe ouvrière grecque. Et il nous reste à éclaircir une quantité infinie de sujets, comme la vie de la communauté italienne, au sujet de laquelle nous commençons à tirer des fils très prometteurs. Les Italiens seront très intéressants à écouter, car il y a une lourde, et je crois même très lourde histoire entre eux et nous autour du canal. Celle de la communauté syro-libanaise, plus difficile à joindre, car très éclatée en 1967, puis lors de la guerre de 1975 au Liban. Les sujets sont infinis. Mais nos témoins n'oublient pas non plus que cette histoire est aussi une magnifique histoire d'entreprise qui, grâce à la clairvoyance de ses fondateurs, à la rigueur du président Nasser, engendre aujourd'hui 3 grands groupes. Le premier, le plus prestigieux d'entre eux, c'est l'autorité du canal de Suez en Égypte, qui génère un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de dollars pour l'Égypte, et les groupes Engie et Suez en France, aujourd'hui aux origines plus multiples, mais qui emploient 200 000 personnes dans le monde entier. Enfin, si je suis persuadée de la parfaite sincérité de l'ensemble des Français en voyage aujourd'hui, à l'occasion du 150e anniversaire de l'inauguration du canal, je sais que certains Égyptiens se disent « Mais que viennent-ils faire ici ?» Voilà qui nous invite à beaucoup de modestie et de reconnaissance envers nos amis qui nous accueillent si bien dans cette belle ville d'Alexandrie et vont nous offrir dans les jours qui viennent un voyage d'exception dans les 3 villes du canal qui nous sont chères. Au-delà de nos différences, ces villes font aussi partie pour nous Français de notre histoire passée et révolue. Ce qui nous anime aujourd'hui dans cette très belle bibliothèque d'Alexandrie, qui célèbre tous les jours si brillamment la mémoire du monde, c'est de pouvoir partager avec nos amis égyptiens, grecs, italiens, syro-libanais, maltais, français, que l'eau du canal coule encore dans nos veines. Je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à Madame Renée Blandin. Je suis la grand-mère du canal.
je suis l'antiquité du canal. Encore 3 ans, hein, et je mettrai 3 chiffres à mon âge. Alors, vous voyez, je n'étais pas là à l'inauguration. Non, quand même pas. Bon. Donc, la première fois que j'ai connu le canal, c'est en 1950, quand je suis arrivée. J'étais invitée chez des amis et j'ai été déjeuner chez les Raillards, à Ismaïlia, qui nous ont fait l'honneur de nous promener en pilotine. Et jamais j'aurais pensé, en 1950, que j'allais faire partie du canal. Or, je me suis mariée en 1954 avec un pilote, tout à fait par hasard, et je suis venue et j'ai préféré habiter à Suez. Je vais vous dire pourquoi j'ai préféré Suez, parce que c'était une petite ville et, grâce à Dieu, comme on dit, j'ai trouvé des amis formidables, dont les parents de M. Yahya El-Sad, qui étaient des grands amis, et ce cher ami sautait sur mes genoux quand il avait 4 ans. Madame Nihal El-Rafey était la fille d'un pilote et sa mère, Madame Osnia, était une amie intime. Et nous étions toujours ensemble. Et c'est grâce à son papa que vous avez des bonnes poires. Car un jour, il me dit, René, je pense que ce serait pas mal si sur mes terrains, vous pouvez mettre des poires. Il n'y a pas de poires au Caire. Alors, tu peux faire quelque chose? Je dis, écoute, je peux te rapporter des plants de chez Villemorin, et puis on verra bien. Et les plants ont merveilleusement poussé, et si bien qu'elle a une exploitation de poires, et c'est comme ça que vous avez des poires en Égypte. Vous voyez, on sert à tout. Et la communauté à Suez était tellement agréable. Nous étions une seule famille, que ce soit les Grecs, que ce soit les pilotes italiens, les Russes après, plus tard, et tout. Vraiment, c'était une famille. Et c'est ça qui était extrêmement agréable. Alors, j'ai des souvenirs merveilleux. Ah ben, beaucoup plus tôt, si vous voulez, quand je suis venue en 1950, hein, j'étais au Caire. Et je vais vous faire rire, parce que ça, c'est une des rares fois où il a ri. Notre ambassadeur était M. Couve de Murville, qui ne riait jamais. Et il fait une visite au lycée français, parce que vous aviez beaucoup de jeunes dont les parents travaillaient au canal, notamment à Ismaïlia, qui arrivaient à la période du baccalauréat, qui allaient soit au lycée, soit à Saint-Marc, ici, soit chez les pères jésuites, chez les frères, et les filles au Sacré-Cœur ou à la Mère de Dieu, où il y avait des pensionnats. Et alors, ils visitent la classe de terminale, et le consul s'appelait M. Ponce, et les élèves avaient écrit au tableau « Vive la France !» où le consul Pont et l'ambassadeur Couve. Et c'est une des rares fois où on l'a vu rire, parce qu'il a éclaté de rire. Alors, ça, c'était l'époque de 1950-1956, où, au point de vue culturel, je ne veux pas être longue, hein, mais au point de vue, sinon je peux parler jusqu'à demain, où la période culturelle était extrêmement florissante. Tout le monde devait parler français, et tout était en français. Et je me souviens vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait à ce moment-là, au Sémiramis, qui était un petit paradis, l'hôtel Sémiramis, l'Aga Khan, Churchill, l'Aga Katisti en 50, qui faisaient leur cure à Éloane. Il fallait les distraire. Donc, cet hiver-là, il y avait la Scala de Milan, la meilleure troupe, les Bolchoï, la meilleure troupe, et la Comédie Française, qui venait tous les 15 jours avec un abonnement. Et il y avait tellement d'abonnés que c'était rentable. Vous imaginez, quand je dis ça maintenant, on croit que je galège. Mais je ne galège pas. C'était la vérité. Au point de vue culturel, cette époque était extraordinaire. Voilà, je ne veux pas tarder parce qu'on a peu de temps, mais vraiment pour moi, je n'oublierai jamais cette période bénéfique où j'ai tellement profité, j'ai tellement ri, j'ai tellement... Et alors, et je ne peux même pas raconter des bêtises, puisqu'ils sont là à me contrôler. Bon, merci beaucoup. Et finalement, on termine avec Dr Nihal El-Rifai. Il faut d'abord dire que le mari de Madame René, ou tante René,
moi, était un très bel homme que j'admirais beaucoup. Là, et là, on peut comprendre comment un Égyptien a pu séduire une très belle femme française. Bonjour, je m'appelle Nihal Rafei. Je suis la fille du capitaine Hadi Rafei, le second capitaine égyptien qui a joint la compagnie du canal de Suez à l'année 49. Et je m'arrête ici à un moment de dire comment il a pu joindre en ce moment-là ou à cette date la compagnie du canal. Il était au service du roi Farouk, au yacht Mahrousa. Et puis il y avait des jours de récompense que le roi devait offrir aux officiers. Alors quand le tour était à mon père de demander ce qu'il voulait, il lui a dit que je veux joindre la compagnie du canal de Suez. Alors le roi s'est fâché un peu et lui a dit « Et vous voulez quitter mon service ?» Alors mon père s'est un peu effrayé. Il lui a dit « Non, Votre Majesté, vous avez beaucoup de gens ici à votre service, mais là-bas, il n'y a personne pour vous représenter. » Alors c'est comme ça qu'il a pu... Mon père entendait beaucoup de la vie dans les villes du canal. Et il payait beaucoup, apparemment, la paye était 300-400 livres par mois, ce qui, à l'année 49, vous pouvez comprendre ce que c'était. Alors, il a pu joindre, c'était le second officier, le second pilote égyptien qui a joint la compagnie du canal avec le capitaine Mahmoud Metwali, aussi en même jour. Je suis aussi la femme du capitaine Nagui Refat, qui lui aussi a joint le canal de Suez comme pilote à l'année 76, après l'ouverture du canal pour le trafic commercial de nouveau, après la guerre de 73. Et de cette façon, je suis témoin à deux différentes périodes, une avant avec mon père et une après avec mon mari, de deux caractéristiques différentes. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps de dire la différence entre les deux, mais j'ai assisté et je suis témoin de deux périodes différentes dans les villes du canal de Suez. On m'a donné 5 minutes pour évoquer les heureux souvenirs de mon enfance. J'ai vécu déjà dans les 3 pays du canal, Port Saïd, Suez et Ismailia, mais mon enfance était à Portofik. J'ai beaucoup d'amis ici, il y a des gens que je reconnais déjà. Yahya était un ami d'enfance, je le connais depuis qu'il avait 2 ans. Il y a aussi Madame Shahira Seri, je me rappelle, c'était une beauté. Oh, elle est toujours une beauté, mais c'était déjà, on admirait, tout le monde à notre âge l'admirait, c'était une vraie beauté. Elle était le star de la plage de Portofik. J'ai reçu mon éducation chez les Saint-Vincent de Paul et une éducation solide parce qu'après 35 ans de travail avec les Anglais, j'arrive toujours à causer la langue française, malgré le manque de pratique. Nous vivions une vie très agréable à Portofik, où tout était... on habitait dans une villa, très jolie villa, où il n'y avait rien de... Moi, je parle de la vie de chaque jour ici. Il n'y avait pas de problème du tout pour n'importe quoi. Avec un coup de fil, tout était réglé. S'il n'y avait aucun problème, l'administration s'en chargeait et c'était tout réglé dans le même jour. On avait la plage d'enfants où on a passé les plus heureux moments de notre enfance et les plus heureux souvenirs là-bas. Et on avait les cliniques à 2 pas, on avait... ici, il faut mentionner le Dr Bataini, qui était au service de tout le monde. À un coup d'appel, il venait à la maison. Il y avait des réunions fréquentes des amis, des réceptions qui étaient données dans les maisons pour toutes les amis. Et c'est là que j'ai su comment faire ou organiser des réceptions plus tard.
Les villes ne manquaient rien. Moi, je suis d'Alexandrie, mais là-bas, dans les villes du canal, on avait tout. Les vacances, même si on n'allait pas à Alexandrie, on n'avait pas de problème de passer nos vacances là-bas. Il y avait des amis de toutes les nationalités. J'ai toujours gardé les liens avec ces amis à travers le Facebook d'un groupe où j'ai un peu vécu au Canada et j'ai rencontré des amis d'enfance dans ce pays. Et je garde toujours les liens avec les amis de ce groupe-là qui sont dans les 4 coins du monde. Il faut dire aussi, on avait les hôpitaux, on avait tous les services qu'on avait besoin dans ces villes. Ce que je peux dire, c'est très difficile dans 5 minutes de dire tous ces souvenirs, mais je remercie beaucoup l'Association des Amis de Souvenirs de Ferdinand de Lesseps et du Canal de Suez de m'avoir donné l'occasion de parler. Et c'est mon second entretien et il y aura des prochaines fois. Merci beaucoup. Qui ont bien gardé le temps. Merci. Et maintenant, il y a le pause café. Non, il y a le film avant. Ok. Il y a le petit film et après le pause café. Oui, moi, j'habitais dans un bâtiment de 12 appartements. Nous étions le seul Égyptien. Il y avait des Italiens, des Grecs, des Maltais et des Syro-Libanais et des Français, et des Anglais et des couples en plus. C'était 12 appartements. Et toutes ces nationalités ont des fêtes. C'est-à-dire, nos fêtes, il y a on dit le kahk et le biscuit et le petit fort, autre chose en plus, Ghorayba, et on les distribue avec un plat et couvert avec on dit foulard ou broderie, ok, mais avec quelque chose de même fait de ma mère, et on tape les portes et on distribue ces petites choses comme des cadeaux dans notre fête. Et eux, en plus, pendant leur fête, il y avait les œufs colorés, il y avait le manjaona, on dit, et ce qu'ils font en plus pendant leur fête. Et le magnifique en plus, c'était les chansons qui éclatent dans les couloirs pendant nos fêtes et leurs fêtes. C'est-à-dire, on a fêté toutes les fêtes de leur nationalité et nos fêtes en plus. Et c'était plusieurs fêtes, plusieurs bonnes occasions, et on le partage ensemble. C'est ça. Et ce que je veux dire en plus, je ne sais pas, que je peux lui dire en plus, il y avait une compétition entre les nationaux, mais en cachette. C'est-à-dire que chaque nationalité montre leurs bonnes valeurs, leur bon comportement. Et c'est pour ça que tout le monde fait le mieux. Et c'était notre vie, qui était magnifique. Et je travaille à l'Alliance en plus. Et bénévole, bien sûr. Oui. Et justement, pourquoi est-ce que, à votre avis, le travail à l'Alliance a un rapport avec le canal? Les souvenirs que vous avez eus, toute votre famille Ce que je veux dire, pourquoi j'aimais l'Alliance, c'est la question, n'est-ce pas? Et pourquoi tu travailles bénévolement? Oui. C'est la nostalgie, monsieur. C'est la nostalgie. Et c'est les bonnes valeurs de la France. C'est mon enfance. Ce que j'ai vécu avec les Français. Je reviens un peu en arrière sur votre scola, quand vous étiez à l'école, hein, oui. Dans les établissements. Comment ça se passait à l'école? Tout le monde était... il y avait des Français, des Égyptiens, des Grecs, tout ce que vous avez expliqué de cosmopolitisme, est-ce que c'est à l'école? C'était très bien fait et j'étais très heureux
Et jusqu'à maintenant, j'ai un bon mémoire avec mes amis. Et je peux dire que j'ai parti pour leur rencontrer à Montréal. Et on a fait une retrouvaille, une grande retrouvaille. Nous étions 44 familles qui venaient de 4 coins du monde pour qu'ils sont partis dans le soixantaine. Et c'était magnifique. Et tu peux imaginer cette rencontre, comment il était. Passionnément. Je ne peux pas comment dire. Oui. Et on n'a pas vu, on n'était pas en rencontre depuis 50 ans. Et c'était magnifique. On a vécu, moi j'étais là-bas 12 jours avec eux, et entre eux, c'est ce que je disais, je n'ai pas dépassé l'océan pour voir Montréal. C'est pour vous voir et pour rencontrer les souvenirs. Et on a parlé des souvenirs qui étaient cachés à un moment. C'est-à-dire qui aimait qui, avec les filles et les garçons. Et je t'aimais et toi, tu n'as pas dit. Les petits secrets de jeunesse, on a parlé de ça. C'était un éclat de rire. On a bien dansé, on a chanté, on a vécu nos moments. Pourquoi ça s'est fait au Canada? Pourquoi le Canada? Parce que la majorité, mais ils venaient de l'Australie, ils venaient de l'Angleterre, ils venaient du Brésil, ils venaient de tout le monde, les gens, oui. Ce sont 44 familles qui venaient d'ailleurs. Mais ceux qui vivent dans l'Amérique ou Québec, ils sont là. Mais je parle de 44 qui ont bougé, qui sont venus. Et pourquoi Montréal? Parce que c'est la majorité. Ils sont des francophones. Et ils sont partis à Montréal. Mais c'était des gens qui étaient partis quand? Dans les soixantaines. Et ce que je disais en plus, quand j'ai passé dans les rues et je vois que chaque appartement ferme, j'ai tombé dans la dépression. C'était dur pour nous. Et je disais en plus, vous croyez que vous étiez dans l'étranger, mais c'est nous qu'on vit dans l'étranger maintenant. Tu me comprends? Oui. Après leur partie, nous, les francophones et les gens qui ont vécu la cosmopolite, ils ont senti qu'on ne pouvait pas même parler en français. C'était mal vu à l'époque de Nasser. C'est vrai. Et la famille, toute la famille parle parfois en français. Parce que tous, ils ont appris la langue française. Et même en anglais. Je suis née à Port Saïd, mais tout ce que je retiens de Port Saïd vient de mes parents, de leurs souvenirs là-bas. Parce que, comme par hasard, mon père était envoyé par le gouvernement égyptien. Il travaillait au ministère du Travail dans le temps. D'ailleurs, il a terminé sa vie au ministère du Travail. Et il a été envoyé 3 ans là-bas, de 58 à 4 ans même, de 58 à 62. Et moi, je suis née en 59. Et donc, ils y ont passé ces quelques années. Et ils m'ont raconté pas mal de choses sur Port Saïd. Et même, j'ai gardé pas mal de photos de leur séjour là-bas. Vous aviez une maison, un appartement? Vous étiez à Port Saïd, à Port Fouad? À Port Saïd même. À Port Saïd même, ils avaient loué un appartement. Et j'ai plein de photos où ils se promenaient sur la plage, moi dans une petite poussette, bébé dans ma poussette, enfin ma poussette, et avec les amis dans les jardins de Port Saïd. Et je sais que mes parents en ont gardé un excellent souvenir. Port Saïd, c'était une ville, d'après ce qu'ils me racontaient à cette époque-là, c'était quelques années juste après l'accident de Suez, que les Égyptiens appellent l'agression tripartite, que les Français appellent la guerre de Suez, bon, peu importe. Et c'était donc 3 ou 4 ans après.
Et la ville avait gardé encore, disons, l'essence, le parfum cosmopolite qu'elle avait toujours eu avant 1956. Et rien n'avait changé, au contraire. Les jardins, les promenades, les gens, les maisons. Et pour mes parents, c'était une ville calme, luxueuse, où l'on vivait tranquillement, dans la tranquillité, une ville belle, voilà. Et ils ont mené une vie extraordinaire là-bas. Après, ils sont retournés au Caire et puis on a mené notre... Mais dans ma carte d'identité, je suis originaire de Port Saïd. Je suis née à Port Saïd. Alors, vous avez utilisé le mot cosmopolite. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est la même chose qu'à Alexandrie? Est-ce que c'est le même cosmopolitisme? C'est différent. C'est différent parce que Alexandrie était surtout marquée par la communauté grecque, surtout. Grecque, italienne, mais surtout grecque. Alors que la région du canal de Suez, Port Saïd, Ismaïlia surtout, plus que Suez, il y avait des gens de partout. Il y avait évidemment les Grecs, il y avait les Italiens, mais il y avait surtout des Français, des Anglais, des gens qui venaient de l'Est, de l'Europe de l'Est. C'était vraiment, vraiment une communauté où l'on voyait, où se mêlaient toutes les nationalités, des gens différents, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est, etc. Mais quelle était la place des Égyptiens? Il y avait des Égyptiens à Port Saïd. Quelle était leur proportion, leur situation et leurs sentiments par rapport à des étrangers quand même? Dans les villes du canal de Suez, et spécialement à Port Saïd et à Ismaïlia, il y avait, je dirais, deux genres d'Égyptiens. Ceux qui côtoyaient donc la communauté étrangère, européenne, occidentale, etc., et les indigènes. Il y avait un peu peut-être une rupture, une interruption entre ces deux communautés. Les Égyptiens qui travaillaient dans les milieux européens, occidentaux, etc., et les indigènes qui menaient la vie d'Égyptiens, la vie de la population. Et ceux qui côtoyaient les étrangers, les occidentaux, c'était des gens de souche. C'était une élite très cultivée, qui possédait plusieurs langues, qui parlait anglais, qui parlait français parfaitement bien, des gens bien éduqués, des gens qui avaient fait leurs études dans des écoles occidentales, etc. Et puis il y avait les indigènes qui menaient leur vie, bon, comme ils avaient l'habitude de la mener, je veux dire, la vie de tous les jours. Bon, et maintenant, c'est le pause café finalement.